On y va. J'ai dormi 2 heures, tout va bien. T-shirt Mike Myers. On est parti. C'est parti. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un vrai épisode de chronique. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de cette fameuse notion qui revient souvent dans la boxe et dans le boxing game, la notion de résumé. Le résumé, alors qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, le CV, le curriculum vitae d'un boxeur. Le résumé est souvent significatif et veut dire quelque chose. Il y a bon, il y a mauvais résumé. Qu'est-ce qu'un bon résumé? Un bon résumé, au-delà de défaites ou de victoires, au-delà de ça, le résumé traduit, transcrit la valeur de l'opposition affrontée au long d'une carrière. Voilà. Alors, plus la valeur est bonne, plus ton résumé est bon, même si tu accumules plusieurs défaites. Tu comprends? Voilà. Le résumé fait comprendre à quel pédigré ou à quel niveau de compétition tu te situes. Voilà. Tu n'es pas un boxeur de seconde zone et tu n'es même pas un journeyman de grande qualité comme ça existe, qui ont souvent dans leur résumé un voire maximum 2 grands noms. Mais quand ton résumé accumule encore et encore, constamment, telle une constante, des grands noms les uns après les autres, on peut dire que ton résumé est exceptionnel. Et aujourd'hui, j'avais envie de réfléchir avec vous du meilleur résumé francophone que la boxe offre actuellement, le meilleur résumé francophone en activité. Voilà. Par le passé, bien sûr, il y en a il y a des résumés extraordinaires. Voilà, mais on va prendre aujourd'hui, on va s'intéresser aux boxeurs qui sont encore en activité. Et dans ma réflexion, je demandais à mes pirates sur la page Facebook ce qu'ils en pensaient. Un nom est venu souvent, celui de Carlos Takam. Et c'est vrai, Carlos Takam a une super belle carrière. Si tu regardes son résumé, il a une carrière indéniablement de haut standing. Voilà, quand tu passes de Povetkin, je répète, que ça soit une victoire ou une défaite, peu importe, là n'est pas la question. Que Povetkin, Joshua, Parker et j'en passe encore, Chisora, voilà, ça veut dire que tu fais partie de ce monde, et pour faire partie de ce monde de façon constante, comme je vous rappelle, il faut comment dire, délivrer la marchandise. Il faut délivrer la marchandise, c'est-à-dire qu'il faut compétitionner, qu'il faut faire des prestations de qualité. Voilà. Alors c'est vrai que mes pirates sur la page Facebook pensaient à Carlos Takam, mais moi je veux ouvrir aussi à un autre sujet, à la boxe francophone. Oui, je dis bien la boxe francophone, et cette page, les chroniques du Capitaine Crochet, et par ma position fait que je suis un grand défenseur de ce qu'on réfléchisse à notre boxe par la langue. Voilà, de façon francophone. Pourquoi? Parce que les histoires de boxe se font aussi par la langue. Les Américains et Anglais ont une histoire commune. La boxe germanique a une histoire commune avec ses héros bien à eux. L'histoire de la boxe japonaise en fait de même, et nous, en tant que francophones, on a une histoire qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus commune qu'on le croit. L'histoire de la boxe francophone ne s'arrête pas aux frontières de la France, non, elle englobe l'histoire de la boxe belge par exemple, aussi de la boxe québécoise et canadienne. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que les références que l'on a sont plus communes qu'on ne le croit. Quand je te parle de références, je te parle de références indépassables. Le totem, la figure empirique, la figure tutélaire de notre boxe, que tu sois au Québec ou que tu sois à Paris,
bien sûr, une figure indépassable arrivera Marcel Cerdan. Comprenez-moi? Comme Max Schmeling est une figure indépassable pour la boxe allemande. Et ainsi de suite. Donc, mes pirates, aujourd'hui, on va réfléchir en tant que francophone, on ouvre nos chakras et on ouvre nos frontières. Voilà. Et en réfléchissant comme ça, je pense qu'il est presque indéniable et il va être très important, et cette vidéo est là pour reconsidérer une carrière exceptionnelle si tu regardes le résumé. Le plus beau résumé actuel d'un boxeur en activité de la boxe francophone se trouve par un boxeur de Montréal et il se nomme Jean Pascal. Alors voilà, Jean Pascal est mon choix pour le meilleur résumé de la boxe francophone d'un boxeur en activité. Et maintenant, repenchons-nous sur cette carrière et repenchons-nous sur ce CV, car franchement, il est incroyable. Et pourquoi j'ai choisi Jean Pascal? C'est qu'à la différence de Carlos Takam, on peut dire qu'il y a dans son résumé, en toute certitude, un futur, très proche même d'ailleurs, un futur Hall of Famer, voire même peut-être deux. Voilà, Jean Pascal, alors un boxeur, une pépite de Montréal, qui éclot dans les années, au milieu des années 2000, voilà, il va faire les Jeux Olympiques d'Athènes, si je me trompe, pour les couleurs du Canada, c'est bien ça, mais il y aura une polémique, voilà, il devra aller à la confrontation avec le système canadien pour obtenir sa place. Ce fut très rude et très difficile pour lui, et ce qui va déjà développer cette aura, ou plutôt ce personnage. Le personnage Jean Pascal est un personnage haut en couleur, un personnage qu'on pourrait qualifier, sans malveillance du tout, mais qu'on peut qualifier de grande gueule. Et le côté grande gueule de Jean Pascal arrive dès le début. C'est pour ça que Jean Pascal, on l'aime ou on l'aime pas, selon sa personnalité, mais force est de constater que sur le ring, ça a livré la marchandise sur quand même plus d'une décennie. Ça, c'est assez rare pour être souligné. Alors Jean Pascal, après cette expérience olympique, va véritablement avoir une carrière bien où il est, de prospect ou véritablement de valeur sûre pour l'avenir, pour la boxe québécoise. Il va accumuler les victoires contre des journeymen et ensuite des prospects. L'année 2007 est vraiment une année de transition en termes de qualité, et vient l'année 2008 et sous le premier défi, et un défi franchement fou. Il est chez les super moyens, qui n'était pas sa catégorie naturelle. Son catégorie naturelle, c'était les poids mi-lourds, et il va prendre le challenge ultime. Il va en Angleterre, sur les terres de son adversaire, pour défier Carl Froch, le Cobra Carl Froch. Donc challenge absolu, et pour le plus grand plaisir des amateurs de boxe, un combat extraordinaire à connaître absolument, le dogfight par excellence, deux boxeurs hargneux, acharnés, accrocheurs, je dirais même presque très très proche en termes de mentalité, et véritablement avec un mental très fort tous les deux, et ça a donné un combat exceptionnel. C'est du va-et-vient constant, véritablement une pépite à connaître, et Jean Pascal va aller accrocher un combat extrêmement serré, extrêmement discutable, extrêmement dur à scorer, il faut le reconnaître, dur à scorer. Et certains spécialistes diront qu'il avait normalement une décision, si les décisions étaient honnêtes en boxe, c'est une autre histoire, mais il pouvait l'accueillir. Malgré tout, la décision ne sera pas pour lui, mais comme c'est souvent le cas en boxe, une défaite ne veut pas dire que tout s'arrête ou que tout est négatif. Il y a des défaites qui sont extrêmement positives. Et cette défaite de Jean Pascal est une extrême qui lui donne
beaucoup de légitimité, qui va certainement le renforcer mentalement, qui va lui prouver à quel niveau il est, à quel niveau il peut compétitionner. Bref, c'est une défaite qui a toutes les allures d'une grande victoire. Voilà. C'est une grande victoire symbolique pour Jean-Pascal, qui donc revient au pays auréolé d'une grosse perf et qui a imposé le respect à tout à chacun. Voilà, alors Jean-Pascal va non pas que se remettre tout de suite sur du très haut niveau, il va prendre un match pour se refaire, pour reprendre un rythme et pour reprendre confiance. Ça c'est au Casino de Montréal avec un beau KO à la clé. Puis vient dans une nouvelle catégorie, les mi-lourds, qui sera finalement sa catégorie, et il va devenir une figure de cette catégorie dans le futur. Jean-Pascal va alors à ce moment-là avoir son nouveau défi. Ainsi Jean-Pascal va avoir une autre chance mondiale. Il change de catégorie, la catégorie des mi-lourds, qui va devenir sa catégorie, on va dire, de prédilection. Il va devenir une figure de cette catégorie par le futur. Mais après cette excellente expérience contre Carl Froch, Jean-Pascal a pris de l'ampleur, a pris une certaine stature, et il vient en challenger, mais franchement, à l'époque, en favori, défier un boxeur aussi installé à Montréal, d'origine roumaine, très grand ami de Lucian Boutet, autre star de l'époque à Montréal, Adrian Diaconou, détenteur de la ceinture WBC. Ce combat a lieu en juin 2009, on fête les 10 ans de ce combat, un combat dont j'ai eu la chance d'assister dans le building, dans le Centre Bell. J'ai d'ailleurs à l'époque fait quelques photos que je vous mets tout de suite là, au fur et à mesure. Alors à l'époque, YouTube n'était pas ce qu'il est devenu. Moi-même, j'avais pas le réflexe du téléphone et de filmer tout ce qu'on faisait, et je ne fais que quelques photos à l'époque, mais ce combat a été cette soirée déjà été extraordinaire, et le combat est extraordinaire. Jean-Pascal arrive, comme je vous le disais, prêt, affûté, et j'ai envie de vous dire, peut-être affûté comme jamais. Voilà, Jean-Pascal va véritablement, comme j'aime le dire, jongler son adversaire. Un Jean-Pascal avec peut-être dans sa carrière les meilleures jambes qu'il n'ait jamais eues. Il gagne ce combat, il va réussir à knocker Adrian Diaconou, mais dans ce combat, c'est surtout le mouvement, la vitesse qui va être l'élément clé pour la gagne, et Jean-Pascal va faire une démonstration dans ce sens qui a été extrêmement impressionnante. De mes propres yeux, j'étais véritablement impressionné, et c'est véritablement, je pense, un des plus grands combats stratégiques de Jean-Pascal, qui face à un adversaire techniquement peut-être pas le plus extraordinaire, mais un adversaire très très rugueux et très solide. Adrian Diaconou, c'est un adversaire qui était très solide. Il a fait les 12 rounds contre beaucoup d'autres, comme notamment Chad Dawson, le Chad Dawson de la grande époque. Et donc, notre ami Jean-Pascal devient, à la décision, devient dans le grand Centre Bell, dans la grande arena du Centre Bell, devient champion WBC des mi-lourds. Il atteint son rêve, et c'est un grand moment pour lui, mais aussi pour la boxe montréalaise et québécoise, car avec cette prise de titre, il va nous offrir, on ne le sait pas encore, mais il va nous offrir une succession de grands combats dont on va parler maintenant tout de suite. Boum! Et on enchaîne avec la première défense de titre de Jean-Pascal, une défense de titre qui va dire tout en sécurité, parce qu'elle arrive très tôt, elle arrive seulement 3 mois plus tard, après sa prise de titre. Il a juste l'été pour se préparer face à un vétéran. Donc voilà, tout était fait pour que tout se passe bien pour Jean-Pascal, mais encore faut-il faire le combat contre Silvio Branco, ancien adversaire, souvenez-vous, de Fabrice Tiozzo. Voilà,
un vieux de la vieille, déjà à l'époque, à cette époque-là, en 2009, c'est vraiment un vétéran. Voilà, les Branco, c'est une famille de boxeurs. Le frérot Branco avait boxé à Arturo Gatti à Atlantic City. Bref, cette famille de boxeurs italiens, donc Silvio Branco était venu tenter de reprendre un titre à Jean Pascal, et Jean Pascal est toujours sur cette lancée. 2009 est vraiment une année où Jean Pascal, j'aime à le dire, est vraiment une fusée en 2009, et Silvio Branco dans un combat, un petit peu un combat qui a ses bons petits moments d'enthousiasme ou de petite folie. Voilà, Jean Pascal va réussir quand même à gérer, complètement géré, un petit peu à l'ancienne. C'est ça qui est assez impressionnant. Il est encore jeune à l'époque, mais véritablement sur ce combat-là, vous voyez qu'il arrive, qu'il accumule pas mal d'expérience et qu'il est très très lucide dans sa tête, et il arrive à knocker aussi Silvio Branco. Bref, peut-être un combat qui restera pas dans la postérité, mais un jeune champion qui fait une première défense comme beaucoup le font, une défense un peu sécuritaire, mais qui lui permet d'accumuler de l'expérience, et ça se passe très bien. 3 mois seulement après sa prise de titre, pour vous dire qu'il était extrêmement actif, le pépère. Donc, ça aurait pu en rester là pour cette année, mais en décembre, attention, arrive un 3e combat de Jean Pascal. Boum! Et ce 3e combat de Jean Pascal, c'est une revanche. C'était une revanche en fait finalement qui devait certainement être obligatoire. Je pense que en signant contre Diaconou à l'époque pour prendre le titre, il a dû signer une clause de rematch. À mon avis, c'est souvent comme ça que ça se fait. Donc le rematch doit advenir, et il arrive en décembre de cette année, toujours au Québec, mais pas à Montréal, dans la ville de Québec, d'ailleurs dans le Colisée Pepsi, qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui a été vraiment une grosse place de boxe. Colisée de Pepsi qui était en fait l'aréna à l'époque des Nordiques de Québec, et puis les Nordiques ont malheureusement déménagé, sont devenus les Coyotes de Phoenix. Voilà, plus personne va les voir, etc. Franchement, c'est n'importe quoi ce move, et ce qui fait que Québec n'a pas d'équipe en NHL. Et donc, cette arena était devenue une arena à fond, portée à fond sur le spectacle et la boxe. Donc, il y a énormément eu de combats de boxe au Colisée Pepsi de l'époque. Et donc, ça se passe là-bas, dans un combat qui ressemble, non pas en tout point, parce que peut-être que en termes de mobilité, Jean Pascal reste un peu plus devant, mais un combat qui va devenir extraordinaire, parce que là, on a le Rocky moment, le moment Rocky de Jean Pascal, avec Jean Pascal qui va se blesser pendant le combat, et vous allez le voir, qui va se blesser l'épaule, qui va se, je dirais, je suis pas médecin, mais on a l'impression qu'il se luxe l'épaule, et il ne peut plus utiliser son épaule. Et au lieu d'abandonner, il va nous sortir le combat, et il va serrer les dents d'une grosse façon pour finir le combat, et pour surtout ne pas le perdre, le gagner. Il va quand même à la gagne, c'est ça qui est extraordinaire. Vraiment blessé durement, grave. Les blessures aux épaules pour les boxeurs sont toujours des blessures assez graves, mais il s'en remet bien, et pratiquement dans la foulée du combat, il se fera opérer. Il paraît que c'est une super opération qui va bien se passer, mais donc Jean Pascal, blessé en 2009, même blessé face à un Diaconou qui, à l'époque, le Diaconou à l'époque, c'est un rock, c'est un blocos, et il est considéré comme tel dans le microcosme mi-lourd mondial. Et face à Diaconou, il va être encore au-dessus, même blessé. Et ça, c'était vraiment le moment Rocky de Jean Pascal. Et après un moment Rocky, comme ça, Jean Pascal et sa team, et Yvon Michel, son promoteur, se disent qu'ils peuvent passer un palier, et ils peuvent passer le très, très, très haut palier. Et attention, va advenir un énorme combat à l'époque, à Montréal, grâce à Jean Pascal. J'en dis pas plus, on regarde ça tout de suite. Boum!
Et ce combat, bah, boum, c'est celui-là. Pas n'importe quoi. On se remet en contexte, on est en 2010. 2010, et à cette époque, 2010, chez les Milours, la terreur, le nom, the name, dans cette catégorie, c'est Chad Dawson. Chad Dawson qui, moi, à l'époque, étant gaucher, étant à peu près du même gabarit, c'était pour moi un modèle de boxe. Alors, j'étudiais le Chad Dawson. Chad Dawson, bad Chad Dawson. À cette époque, c'est incroyable. Il sort de victoire contre Antonio Tarver. Il gère Glenn Johnson à l'époque. Enfin bref. Dans cette catégorie qui est de tout temps est une catégorie très compétitive. Les mi-lourds ont été de tout temps une catégorie très compétitive. Et ben, cette période, cette era, si on peut dire, Chad Dawson est the name. C'est l'homme à battre pour être le considéré comme the champ. Ben, voilà, ce combat arrive. Il arrive au Centre Bell, dans une ambiance de folie furieuse. Sérieusement, c'était le feu. C'était le feu parce qu'on savait bien qu'on assistait à un énorme match-up. On savait bien qu'on était proche d'un 50-50 fight. On voyait quand même Chad Dawson devant. Et Jean-Pascal à la dure, à la mentale, j'ai envie de vous dire à la mentale, et avec ce côté accrocheur et ce côté bagarreur, si on peut dire, mais c'est pas qu'un simple bagarreur. Il a souvent été considéré après comme un bagarreur en soi, mais il était un peu plus que ça. Et ce combat va super bien commencer pour Jean-Pascal. Vraiment, il nous surprend. Un Chad Dawson peut-être un peu plus encore en attente. Un Chad Dawson un peu plus attentif dans les premiers rounds, qui laisse l'opportunité à Pascal de s'exprimer. Je vous raconte pas, mais les gros coups sont portés. Il n'y a pas un coup qui est donné facilement. Tous les coups sont là pour tuer. Ça fait mal, rien que de les entendre dans l'aréna, ça faisait mal. Et Jean-Pascal mène le combat au scorecard, mais on va dire, deuxième partie de combat, Dawson se réveille, et quand le Dawson se réveille, vaut mieux pas être devant, et de façon lui aussi très hargneuse, il essaye de remonter le retard. Il sait comment dire, ok, il tire de l'arrière, et il va essayer de remonter, et là, oulala, ça fait mal. Un Chad Dawson qui déplie les coups, qui lâche les coups, qui lâche les directs, qui vient attraper les gauches-droites, plutôt les droites-gauches s'enchaînent. C'est assez impressionnant, et on se dit oulala, il est en train de revenir, et se passe quelque chose. Se passe un coup de tête accidentel, mais qui va être une véritable grosse blessure sur Chad Dawson, vraiment une coupure dangereuse qui va obliger le médecin de la soirée à arrêter le combat. Voilà. Alors, ce combat va s'arrêter, et merci la sonnerie. Voilà, mais ce combat va s'arrêter un peu de façon brusque, parce que, et un peu de façon frustrante, voilà, parce que on est, alors je vous parle de mémoire, on est au 11e round, il reste plus beaucoup, mais il reste quand même assez pour peut-être faire bouger le combat, le faire basculer d'un côté ou de l'autre. Pascal, juste avant, est ébranlé, il faut le reconnaître, mais là encore, se développe pour non pas la légende, mais pour la réputation de Jean-Pascal se développe quelque chose, c'est que ça, il en a, et vraiment, il a un menton, parce qu'il s'en est pris des belles et des pas mûres toute sa carrière. Le mec, effectivement, il a été rocké certaines fois, mais de mémoire, je l'ai jamais vu un vrai knockdown dur et lourd à encaisser. Donc ça vous dit quelque chose. Et donc, Pascal, qui avait réussi à prendre son avance dès le début du combat, va gagner la décision. Voilà, beaucoup de frustration de la part de Chad Dawson, mais effectivement, il ne pouvait pas continuer. C'est une blessure, une coupure qui aurait pu vraiment l'empêcher d'avoir la suite de la carrière qu'il a eue. Et donc, ça s'arrête un peu là, un peu de façon frustrante, et on peut se dire quand même
que malheureusement, véritablement malheureusement, ça c'est la petite touche négative dans cette carrière là, qui prend vraiment un beau chemin, vraiment une carrière de rêve, c'est que il est dommage quand même qu'on n'ait jamais eu une revanche entre Pascal et Dawson pour finalement le savoir une bonne fois pour toutes qui était euh, qui pouvait être le vainqueur d'un tel duel. C'était tellement accroché, tellement accrocheur, tellement deux champions à l'époque au firmament et assez, assez c'était tellement serré que on aurait peut-être eu besoin d'une revanche euh, et tout prédisposé avec un tel arrêt du combat, tout prédisposé à peut-être une revanche qui n'aura finalement jamais lieu. Et ça, c'est bien dommage, mais quel combat d'hommes, encore une fois, et combat, bien sûr, sur HBO, combat qui était un des combats références de l'année 2010. C'était une des affiches de l'année 2010, puisque le match-up, cette proposition de match-up, a été presque inégalée en termes de qualité proposée à cette époque. Donc, énorme combat historique à Montréal pour Jean Pascal. Déjà, on est en 2010. Voilà, Jean Pascal donc, passe une autre dimension. Maintenant, il est installé sur le réseau américain HBO et euh, sur les réseaux américains par le public américain et adoubé par le public américain et les journalistes américains. Alors, va continuer une carrière, et là, une carrière qui a toutes les allures d'une carrière de Hall of Famer en allant chercher un Hall of Famer. On voit ça tout de suite. Boom! Et le voilà, le Hall of Famer, le futur Hall of Famer que Jean-Pascal va affronter, Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, à l'époque, qui est dans sa 45e année. Voilà, enfin, il a 45 ans, et il a 45 ans à l'époque, et on se dit, bon, Bernard Hopkins, il nous a plus ou moins régalé pendant déjà 2 décennies, etc. Il a 45 ans, bon, forcément, il va ralentir. Alors dans quelles conditions a été pris ce combat? Est-ce que l'état d'esprit sur Bernard Hopkins était que euh, il allait peut-être ralentir? Ça peut-être été le cas, mais bon, c'était quoi qu'il en soit déjà une légende à ce moment-là, une légende, et puis une légende qui voulait, lui, de son côté, retrouver encore un nouveau défi à relever, et ce nouveau défi à relever, pour lui, ça a été Jean Pascal, et d'aller, non pas à Montréal, mais encore une fois à Québec, au Colisée Pepsi, défier ce jeune lion, et peut-être lui ravir la ceinture. Voilà, donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Hopkins, légende. Légende déjà à l'époque, hein, on est en décembre 2010, mais légende aussi maintenant, et vous allez voir que dans quelques années, il sera intronisé au Hall of Fame pour sûr, c'est une évidence. Donc, combat du jeune contre le soi-disant vieux. Euh, J'aime dire ça, plus je vieillis, plus j'aime Bernard Hopkins. Euh, Contre le soi-disant vieux, mais euh, le stratège Hopkins contre la dynamique plutôt, la dynamique en mouvement de Jean Pascal, et combat qui va être qui va encore une fois pour Jean Pascal très bien démarrer avec 2 knockdowns d'affilée qu'il a réussi à mettre à Hopkins, un peu Hopkins un peu pris à froid, on pourra dire, voilà, mais 2 knockdowns quand même, indiscutables, qui fait que Jean-Pascal est en avance, et bien en avance, et on se dit même il peut peut-être le finir, mais le combat à l'expérience, à la grande expérience, Hopkins, round après round, transforme le combat, reprend le combat en main, transforme le combat, jusqu'à un tel point qu'on peut, que pour beaucoup d'experts, on peut même se dire, est-ce que Hopkins n'était pas devant le scorecard? Le fait est que ce combat sera la décision de ce combat sera un match nul. Match nul forcément insatisfaisant pour parce que le match nul face à Hopkins va être considéré comme
peut-être une contre-performance, surtout les derniers rounds. Et pour Hopkins, eh ben, ça sera considéré comme un vol. Voilà, la polémique est là. Il n'y a jamais mieux qu'une belle polémique pour nous faire un combat revanche. Et ce combat revanche, il arrive et ils vont redescendre à Montréal le faire. Attention, on en parle parce que ça, c'est de la grande histoire de boxe. Et ce combat de légende, boum, le voici. Pascal Hopkins 2 au Centre Bell de Montréal avec une sous-carte de folie. Diaconou, dont je vous parlais, Chad Dawson aussi sont là pour une sorte de demi-finale mondiale. Enfin, vraiment, c'était chargé. Là, attention, le main event, il était chargé vénère dans un Centre Bell blindé. Centre Bell blindé, hein. C'est pas la moitié d'un Centre Bell. Hein. Le Centre Bell blindé, c'est chaud, mais bouillantissime encore une fois. Bouillantissime. Mais c'était bouillantissime même dans la ville. Parce qu'on sentait, Montréal est une ville de boxe, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Là, c'était de l'historique. Là. C'était de l'historique qui se faisait. Et donc, la ville, il y avait un truc dans l'air, dans la ville. Moi, j'avais mes quartiers à l'époque, à la Boule Noire, je sais pas si ça existe encore et tout, mais c'était blindé pour ce combat. Et même les gens, ils jouaient pas au billard, c'était juste pour ce combat. Bref, pour te dire que là, c'était chaud. Et, et Jean-Pascal, avec cette soi-disant grande bouche, qu'on lui trouve, que ses détracteurs lui reprochent souvent, Jean-Pascal, il avait fait monter la sauce très bien, et quel bon partenaire que Bernard Hopkins pour le trash talk. Voilà, ce qui a donné une interview, un face-off de HBO légendaire, le meilleur face-off de l'histoire de cette chaîne. Voilà, Jean-Pascal contre Hopkins, ils se sont pris la tête, avec Hopkins qui peut-être à ce moment-là arrive à rentrer dans la tête de Jean-Pascal. C'est ce que je pense. Je crois que ce face-off n'a pas été que du folklore. Je crois vraiment qu'il est un peu rentré dans la tête de Pascal, à l'expérience encore. Le vieux briscard qui avait des arguments intéressants. Voilà, il y a eu d'ailleurs un débat mathématique sur le comptage du premier combat qui est excellentissime. Voilà, c'est presque un sketch. Mais ils y sont allés pas de main morte. La conférence de presse à Montréal, il y a eu des échauffourées, etc. Bon, bref, c'était très chaud. Et avec un Bernard Hopkins très fort aussi, parce que Bernard Hopkins, en étant américain, en ayant ses connexions avec Golden Boy et Oscar de la Hoya, tout ça, c'est lui qui menait la danse de la narration du combat et de comment interpréter le combat. Et il a été très fort parce qu'il nous avait fait faire interpréter le combat avant même qu'il arrive. Avant même qu'il arrive, ça je m'en souviens très bien. C'est lui qui n'arrêtait pas de répéter que Jean-Pascal était un 4-round fighter. Voilà, un combattant de 4 rounds, et après il avait plus de gaz. Bon, c'est peut-être un petit peu vrai. C'est vrai que Jean-Pascal a toujours eu plus de problèmes sur ses deuxièmes parties de combat, mais bon, la plupart du temps, et même tout le temps, il est fini quand même. Il y va au 12e round. Et quand on sait ce que c'est la boxe, te faire un 12 rounds, que tu sois champion ou pas, faire un 12 rounds, c'est déjà en soi un exploit sportif. Donc bon, il n'avait pas de gaz, mais il a quand même assez de gaz pour les faire jusqu'au bout. Bref, donc, vous comprenez, c'était quand même un peu litigieux ce qu'il a fait, mais Hopkins a réussi son pari. C'est-à-dire qu'on a vu le combat avec les yeux d'Hopkins et il a pris un avantage énorme. Alors c'était chaud bouillant dans le stade. Pour ceux qui aiment le rap, Pascal arrive avec Booba à l'époque, hein, avec sa fameuse chanson F, toi, F la France et surtout F Domenech. Ça j'étais bien d'accord avec lui. Mais et Bernard Hopkins arrive sur une chanson un petit peu ridicule. Je trouve que ça n'a pas fait son effet. C'est une parodie de Frank Sinatra où les paroles ont été changées en parlant du phénomène Hopkins. C'était pas terrible, mais c'était chaud, quoi. C'était chaud bouillant, et le combat, malheureusement, va pas se passer comme Pascal le voulait. Très Hopkins, extrêmement technique, extrêmement stratège,
combat référence pour tout amateur de boxe, pour voir un combattant qui contrôle un combat avec un magnifique jab, avec une distance, avec des mouvements. 46 ans, parce que là il a passé le cap des 46 ans. C'est incroyable, c'est incroyable encore aujourd'hui ce phénomène, cet exploit historique. C'est toujours actuellement, le plus vieux boxeur à avoir gagné une ceinture. Et donc le combat va aller au point avec un Pascal qui est dur à certains moments, mais qui n'a pas la réponse stratégique. Voilà, il a une réponse physique, Jean-Pascal, c'est un gros physique, toujours au point en termes physiquement, mais qui va se faire dépasser stratégiquement et surtout aussi mentalement. Comme je vous disais, Hopkins est dans sa tête, et la fameuse image que tout le monde a retenue aussi, des fameuses pompes faites entre les rounds par Hopkins, ont été des éléments qui ont fait basculer le combat mentalement, qui sont venus titiller Jean-Pascal, qui l'ont sorti du combat. Bref, à l'expérience, tout simplement, à l'expérience. Et en vieux briscard, Hopkins gagne cette victoire, grosse victoire pour lui, vraiment une victoire définitive pour lui. Et Jean-Pascal accepte forcément la défaite, mais voilà, force est de constater que déjà dans sa carrière, nous sommes en 2011, Jean-Pascal a déjà été champion, fait plusieurs championnats du monde et a, dans son résumé, déjà un Hall of Famer. Donc voilà, le résumé de Jean-Pascal déjà est extrêmement fourni, et beaucoup adoraient l'avoir rien qu'à ce moment. Mais bon, défaite il y a, mais la carrière continue, on voit ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans le futur de Jean-Pascal après Hopkins? C'est maintenant, boum! Et le voilà, le futur de Jean-Pascal, un futur qui va mettre longtemps à trouver, mais c'était presque une évidence. Voilà, après cette défaite contre Jean-Pascal, contre Bernard Hopkins, arrive un moment de flottement. Alors vraiment un long moment de flottement dans la carrière de Jeannot. Il va pas boxer pour la suite de l'année 2011, il boxera seulement une fois en décembre 2012 et une autre fois en 2013 contre un bon journeyman, George Blade. Mais voilà, il est dans un moment de flottement, il ne sait pas quelle direction donner à sa carrière. C'est un peu compliqué, il a tutoyé les sommets quand même, mais que faire? Voilà, et puis c'est aussi des moments de réorganisation. C'est dans cette période que il va se lier d'amitié avec Roy Jones, et que Roy Jones va être une sorte de comment on pourrait dire, d'entraîneur bis ou de premier assistant dans le coin de Jean-Pascal, qui va essayer de lui apporter quelque chose, notamment défensivement. Et donc ce moment de flottement va durer, mais il était évident qu'un tel combat devait arriver surtout à Montréal. Il faut bien comprendre que ces années, allez, je vais vous dire cette période de 2007 à 2012 est vraiment une période complètement structurée et complètement écrasé, si je puis dire, par ces deux bonhommes. Jean-Pascal d'un côté, Lucian Boutet de l'autre, sont les deux boxeurs qui remplissent le Centre Bell. Voilà, Lucian Boutet, j'ai eu l'occasion de souvent aller le voir, notamment son premier combat contre Andrade, qui se finit d'une façon rocambolesque, sauvé par le gong, voilà, littéralement. Lucian Boutet, et donc ça apparaît comme naturel que enfin ce combat arrive. Voilà, on en parle. Ça, faut comprendre qu'à Montréal, on en parle depuis des années de ce duel. Pascal Boutet, on en parle depuis des années. Il arrive enfin. On est
l'année 2013, il arrive enfin, il est annoncé. Il est annoncé, si je me souviens bien, il était annoncé pour le mois de mai ou de juin au Centre Bell. Et patatrac, Lucien Boutet se blesse. Alors, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, si c'était une entourloupe ou pas, mais en tout cas, le combat est reporté du côté de Boutet. Il est reporté de longtemps, il est reporté de 6 mois, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, il est reporté de 6 mois, il arrive donc en janvier 2014, pour vraiment, encore une fois, cristalliser tout ce que la boxe à Montréal peut avoir. C'est un moment de cristallisation totale. Il n'y a pas un écran de bar qui n'a pas diffusé ce combat ce jour-là. Le Centre Bell était blindé, mais c'était une évidence, je veux dire, c'était même presque trop facile à vendre ce combat si t'étais Yvon Michel et Interbox à l'époque, les deux compagnies rivales qui ont travaillé ensemble pour ce combat. C'était du pain béni pour la vente de tickets. Voilà, la radio aussi, je me souviens aussi à toutes les radios diffusées en direct. Bref, encore une ambiance de folie. Et Boutet, lui, revenait, était encore marqué par sa terrible défaite contre Carl Froch, où Carl Froch a pris le Boutet définitivement, et à partir de là, on a vu que le fantôme de Lucien Boutet remonter sur le ring après cette cuisante défaite, terrible défaite. Mais bref, Boutet qui avait encore un petit peu dans le réservoir et qui a encore des choses à proposer, à exprimer. Et donc combat qui se passe pas comme on pensait. Pascal, qui lui avait beaucoup approuvé parce c'était une période de flou artistique total, comme je vous le disais, et ben il va prendre le combat à son compte, il va être l'agresseur, vraiment un Jean-Pascal agresseur, et il est très confortable dans ce rôle, agresseur, dynamique, accrocheur, empêchant Boutet de boxer. Boutet est un boxeur gaucher qui a besoin d'avoir un certain tempo, d'avoir une certaine distance pour se libérer, pour lâcher les coups, des coups, voilà, une boxe de gaucher classique. Et à part les derniers rounds où Boutet, se sachant en retard, tente le tout pour le tout, notamment il arrive à un moment à bloquer dans un coin Jean-Pascal, et pour une série de coups proprement hallucinants. Voilà, ce combat sera remporté, j'ai envie de dire presque haut la main, par Pascal, et qui surprend beaucoup de spécialistes à l'époque. Boutet était favori dans ce combat, mais c'est Pascal, par comme les Anglais disent, sa physicality, par son physique, par sa façon d'aborder le combat en bagarreur, qui est beaucoup plus dynamique que Boutet, et surtout qui a moins tergiversé sans 7 ans pour lâcher les coups. Pascal qui va gagner ce combat. Alors, un combat très attendu, et comme c'est souvent le cas pour les combats très attendus, combat qui laissera un sentiment mitigé tous les grands experts analystes des journaux montréalais sur la qualité du combat, mais quand même, il fallait le sortir, ce combat, et puis c'était encore une grande affiche. Encore, vous voyez, le résumé, encore un résumé en or pour Jean-Pascal, parce qu'une affiche totale, qui peut se targuer de remplir plusieurs fois une aréna de cette taille? Peu peuvent le faire en Europe, à part l'Angleterre, voilà, mais c'est pas en France, et même en Allemagne qu'on a ça, mais voilà encore. Donc finalement, Boutet relance totalement sa carrière avec cette affiche proprement 100% montréalaise. Il relance totalement sa carrière, il revient dans le bain, il est reconsidéré, et ce combat va lui apporter, va lui ouvrir les portes du boxing business et des ceintures mondiales, puisque grâce à ce combat, il aura, dans presque un an plus tard, il va affronter une autre terreur,
une terreur absolue qui va venir encore à Montréal, parce que Montréal est un market, c'est un marché d'abord. On fait des grandes affiches à Montréal parce qu'on sait que le public viendra, et encore dans, un- dans, un- dans une grande soirée boxe, qui est une belle affiche de l'année 2015, voilà une année 2015, une année 2015 où on faisait pas trop les fiers. Hein. C'est l'année de Pacquiao Mayweather et souvenez-vous, 2015, c'était quand même l'année contre-productive par excellence. Hein. C'était le sommet de boxe qui a franchement éloigné plein de nouveaux fans. C'était vraiment une année difficile, mais on a une belle affiche à Montréal avec Jean Pascal qui va de nouveau avoir une chance mondiale. Ça arrive tout de suite. Boum, le voilà, ce nouveau défi qu'il se lance, et le voilà, ce peut-être futur Hall of Famer. Dans le résumé de Jean Pascal, Sergei The Crusher Kovalev débarque à Montréal. Jean Pascal a eu le temps de faire simplement un combat qui finit en autre boudin quelques mois précédents pour se maintenir en forme avant ce gros challenge de Kovalev. Alors Kovalev à l'époque c'est le Crusher, hein. C'est pas le Kovalev qui est passé après André Ward, et c'est pas le Kovalev qui a malheureusement eu un KO contre Alvarez. Non, c'est cette époque-là, c'est un monstre. C'est un monstre, un homme qui est capable de tuer. Hein. N'oubliez pas qu'en 2011, en Russie, son adversaire meurt à la suite du combat. C'est un adversaire qui fait extrêmement mal, qui a réussi à secouer un Bernard Hopkins en 2014. Pourtant, le vieux Briscard l'a eu véritablement du mal. Il n'est pas passé loin de la correctionnelle, mais en vieux Briscard, il a quand même réussi à se maintenir pour ne pas subir de knockdown. Ça s'est passé à peu. Mais bref, le Crusher est une montagne presque insurmontable pour qui que ce soit dans la catégorie des mi-lourds à cet instant-là. Nous sommes en mars 2015 et franchement, c'est de l'ordre du défi impossible. Pour qui que ce soit, Jean Pascal ou pas, pour qui que ce soit dans cette catégorie, à ce moment-là, on est dans le défi, on est dans le défi impossible, on est presque, on pourrait se dire, dans le mismatch. Mais bon, le combat va être un combat assez, à la fois assez beau et à la fois assez terrible, parce qu'il relève tout ce que peut être un combat de boxe, avec des coups violents portés, avec des hommes qui sont en danger, voilà, toujours à la limite du gros danger. Et donc, notre ami Jean Pascal va faire ce combat et il va le prendre tel quel. Il va, je dirais, miser sur son athléticité, si je puis dire. Voilà, très athlétique, prêt au combat. Voilà. Jean Pascal a toujours été un professionnel dans le sens où il arrive toujours prêt et aguerri. Et dans un combat où, à la Jean Pascal, il va faire face, il ne va pas être élusif, mais voilà, et donc il va prendre des coups, les coups du Crusher, ça fait mal, et un combat extrêmement, je vous rappelle, peu de rounds, mais extrêmement plaisant, avec, ce qui va surprendre tout le monde, des moments de Jean Pascal. Il a beau être sonné, il va réussir pendant certains rounds à avoir véritablement des moments, et notamment, il va réussir à toucher au corps Kovalev. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le moment, qu'on n'a pas très bien pesé de tout son poids, pas véritablement pris en compte. Mais c'est Jean Pascal qui trouve la faille chez Kovalev, une faille qui sera précisément développée par André Ward, notamment dans le deuxième combat Kovalev-Ward, où André Ward clairement a pris en compte ce premier combat entre Pascal et Kovalev, et Jean Pascal va avoir des moments, mais il se fera arrêter. Alors je parle de mémoire, mais je crois que c'est au 7ème, hein, vous me direz, mais les pirates, au 7ème il se fait arrêter, et de façon
bien l'arbitre l'arrête parce que ça pouvait devenir extrêmement dangereux. Le Kovalev avait pris l'ascendant, avait véritablement pris l'ascendant avec sa puissance. Mais toujours est-il que Jean Pascal, bien qu'il soit défait, a eu comme personne d'autre des moments face à Kovalev, et rien que ça, c'est extrêmement surprenant pour l'époque. Alors maintenant, comment va se dessiner son avenir après ce qu'on peut considérer comme une belle défaite? Alors quelques mois plus tard s'ensuit la suite de sa carrière, une suite plus ou moins logique en fait, qui reste associée à Kovalev. Pour la première fois, il va aller boxer à Las Vegas au Mandalay Bay en juillet 2015, donc quelques mois après ce terrible combat contre Kovalev. Kovalev est la tête d'affiche et il va faire très très mal à notre Frenchie Mohamedi. Et Jean Pascal est juste avant avec un top contender encore dans la catégorie, mais cette catégorie, je vous le répète, de tout temps a toujours été relevée, a toujours été deep, si on peut dire, et donc te taper le top 20 dans la catégorie des mi-lourds, c'est pas comme te taper le top 20 dans une catégorie qu'on pourrait dire un peu plus faible. Donc Yurickis González, le cubain, ami de beaucoup de stars cubaines, voilà, partenaire d'entraînement, et un Jean Pascal encore non pas sous le choc, mais encore, je trouve un Jean Pascal encore sous le poids d'un dur combat quelques mois auparavant, refait, remonte sur le ring et face à un mec, un Gonzalez, qui lui prend sa chance, mais à bras le corps. C'est le combat en carrière de Gonzalez. Il est chaud bouillant, il est d'une agressivité sans fin, et c'est extrêmement dur pour Jean Pascal. Alors Jean Pascal, comme à son habitude, a des réponses, a des répliques, mais peut-être pas assez amples pour dire de mener au scorecard, pour dire d'être logiquement devant dans le combat. Il est aux yeux de tous en arrière, mais il va avoir la décision. Alors bon, il va pas non plus s'en plaindre. Je pense que cette soirée était une soirée spéciale pour déjà programmer la revanche entre Kovalev et Pascal. Voilà, Kovalev à l'époque déjà est en manque d'adversaires. Il est déjà pour parler plus ou moins avec le clan André Ward. Il y a ça qui se profile, mais en attendant, il faut bien trouver un adversaire légitime, et le seul qu'ils ont en main du côté de Kati Duva et de Kovalev, le seul nom qu'ils ont assez vendeur pour faire une belle soirée boxe, c'est Jean Pascal. Et donc ce combat revanche va arriver. Cette soirée en juillet à Las Vegas n'était qu'un préambule. Voilà, un préambule. Jean Pascal va avoir un peu de bad press à cause de ce combat où il n'est pas dedans. Voilà, même si je vous dis, il a des instants, comme à chaque fois, Jean Pascal a des instants bien à lui qui font bien mal, mais il n'arrive pas à les multiplier dans le combat. Et donc, un Jean Pascal, je dirais, toujours amoindri par la guerre qu'il a eue, va quelques mois pour se préparer à une nouvelle guerre, toujours à Montréal, toujours dans un centre Bell bien rempli. Il a déjà fait plus, mais il est quand même bien rempli. Et ce combat va arriver en janvier 2016. Un combat qui, à l'époque, j'avais fait un prono express dessus pour vous dire que la page a quelques années déjà, et pour vous dire que le cas Jean Pascal, on soutient, on supporte, on analyse sur les chroniques du Capitaine Crochet. Et j'avais fait un petit prono à l'époque pour ce combat. Voilà, le temps passe, on vieillit, mais ce combat va donc arriver en janvier 2016. Alors, redite ou pas, en tout cas pour ce combat, notre Jean
Pascal fait des gros changements dans son coin. Attention, voilà, il va s'entraîner à Los Angeles avec Freddy Roach pour préparer Kovalev 2. On y retourne, boum. Et là, malheureusement, ça va vraiment pas bien se passer. On reste sur les bases du premier combat. Kovalev reste fidèle à lui-même, extrêmement dur, extrêmement performant dans son accuracy, dans son ciblage des coups. Il fait extrêmement mal à Jean Pascal. Et Jean Pascal qui a eu une préparation assez physique avec Freddy Roach. Freddy Roach entraîne toujours. Il est très sur le conditioning, il est très bon, mais malheureusement en termes de stratégie, ça ne va pas aller. Ils peuvent absolument presque rien proposer. Jean Pascal, alors qu'il avait trouvé une clé intéressante avec le travail au corps, ne va avoir que un moment dans le combat où il va pouvoir travailler au corps Kovalev, mais c'est trop peu, et dès la moitié de combat, Freddy Roach se pose la question d'arrêter le combat, ça en est trop. Il laisse à son poulain quelques rounds supplémentaires, un ou deux, il lui accorde, mais il arrête le combat. Un jet de l'éponge logique et sain. Voilà. Jean a fait de nombreuses guerres et ça aurait pu tourner au vinaigre, sérieusement, et c'est très bon. Alors un combat qui a été un petit peu éclipsé par l'apparition sur le ring d'Adonis Stevenson, venu pour se clasher avec Kovalev, pour un combat qui n'arrivera jamais, et d'ailleurs un autre combat qui n'arrivera jamais, qui aurait dû avoir lieu parce qu'il était totalement naturel qu'il advienne à Montréal, c'était Jean Pascal contre Adonis Stevenson. Ils s'étaient déjà rencontrés en amateur à Montréal, et c'est assez rare d'avoir deux champions dans cette catégorie d'à peu près la même génération, et c'est extrêmement dommage que ces combats n'aient pas eu lieu, mais bon, à l'époque, avant que malheureusement Adonis ait son accident, Adonis était quand même quelqu'un qui était dans le cherry pick, sous l'influence de Uncle Al, de Al Haymon, et malheureusement il a évité les deux. À mes yeux, Adonis a malheureusement évité les deux challenges naturels qui se proposaient à lui, Kovalev et Jean Pascal, sur le plan du territoire, sur le plan de leur vie, sur le plan de leur ville, voilà, pour savoir qui était le patron à Montréal. Ce combat était nécessaire, et sur le plan mondial, ce combat contre le Crusher à cette époque-là était aussi absolument essentiel. Donc voilà, combat éclipsé par cela, mais Jean Pascal, voilà, là a un véritable stop profond et lourd dans sa carrière. Alors, comment va-t-il se remettre? Va-t-il renaître de ses cendres tel un phénix? Va-t-il plusieurs vies tel un chat? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'après Kovalev pour Jean Pascal commence maintenant. Boum! Et vient le nouveau chapitre de la carrière de Jean Pascal, un chapitre qui véritablement s'entame à la fin 2016-2017. Un nouveau chapitre qui n'est pas vraiment dû à Jean Pascal, mais plutôt au monde de la boxe et le regard que le monde de la boxe porte sur lui, c'est-à-dire Jean Pascal rentre dans cette catégorie des vétérans. Voilà, c'est un vieux de la vieille du boxing game, et il passe pour le vétéran, et donc généralement, qu'est-ce qui se passe avec les vétérans? Ils sont considérés comme des gatekeepers. Et un combat dans une grosse soirée encore montréalaise en sous-carte d'Adonis Stevenson contre Fonfara a lieu, et c'est on va dire un step-up pour Alvarez, boxeur colombien mais installé à Montréal, qui a fait sa carrière à Montréal, qui s'est fait aimer du public montréalais, qui est en pleine bourre et en pleine ascension, et qui est surtout en pleine attente pour avoir une chance contre Adonis Stevenson. Il est d'ailleurs challenger officiel, je crois, à cette période. On est en mai 2017, et
Vous savez, Adonis Stevenson, pendant plusieurs années, plus de 4 ans, a réussi à esquiver son challenger officiel, notamment Alvarez. Et ben, pour l'autre consolation, on a mis en face d'Alvarez Jean Pascal. Et pour Jean Pascal, bien sûr, c'est encore un nom dans le milieu, dans cette fameuse catégorie des mi-lourds à prendre. Et sait-on jamais, peut-être se souvenir, enfin, frapper à la porte du bon souvenir des fans de boxe et dire que il est toujours là. Alors, ce combat, malheureusement, ça tourne pas bien. Jean-Pascal est affûté, comme d'habitude, mais ça, c'est un pro, il arrive toujours sur le ring affûté, prêt au combat, mais encore une fois, voilà, il reste devant, assez statique, même s'il a des bons contres, mais encore une fois, pas assez important pour ne serait-ce que mener au scorecard. Voilà, il est dominé par un jab et surtout par un gabarit assez différent. Vous voyez les images, elles sont très dures à trouver maintenant, ces images de ce combat, mais un jab d'Alvarez qui jab, qui mouline tel un piston. Et aussi une différence de gabarit. Vraiment, Alvarez apparaît comme presque un lourd léger et, face à un vrai mi-lourd. Donc un combat qui va à la décision, parce que pour l'allonger, le Pascal, si tu t'appelles pas Kovalev, et encore, c'est impossible. Et, voilà, au courage, encore une fois, au courage, Jean-Pascal fait la limite avec quelques éclairs. Qui nous rappellent son pédigré. Mais voilà, on se dit à ce moment-là, en 2017, pour Jeannot, il est définitivement vétéran, définitivement gatekeeper, et on assiste à la fin de sa carrière. Voilà. Alors, va-t-il avoir d'autres combats? On ne sait pas. Et puis en fin d'année 2017, un nouveau combat est prévu. Et ce nouveau combat, alors là, véritablement, on n'est pas dans la même dimension de grande soirée boxe. C'est un combat du côté de Miami, du côté de la Floride, dans une soirée PBC. On sait que Jean-Pascal est agent libre, il peut concocter et établir des contrats avec tout le monde sur un combat. Et là, il travaille avec PBC. D'ailleurs, il va travailler beaucoup plus avec PBC. Mais à ce moment-là, on se dit, bon, c'est la der des der pour Jean-Pascal. Et d'ailleurs, lui le sous-entend. La der des der pour Jean-Pascal face à un El Bialy qui est dans le roster de PBC. Mi-lourd, encore une fois, cette catégorie des mi-lourds est très chargée, donc le mec est pas mauvais. Et il a pour lui une grosse victoire face à Alan Green. Alan Green qui était un boxeur qui avait eu la chance de participer au Super Six, au tournoi Showtime de Super Six à l'époque, avec André Ward, avec Glenn Johnson, avec Carl Froch. Voilà, c'est son plus grand fait d'armes. Il a perdu à chaque fois, mais il avait montré quelques qualités. Il a malheureusement aussi perdu un gros KO face à Michael Kessler, déjà quelques années auparavant, je vous parle de 2012. Et donc ce Alan Green, qui est aussi connu pour un gros KO en quelques secondes contre Josh Codrington, un finaliste du Contender, et ben El Bialy avait une belle victoire là-dessus et il était sur cette lancée. Et on se dit, bon, à quelle sauce Jean-Pascal va être mangé? Alors, il va déjà à l'extérieur, voilà. Et dans une petite soirée, c'était sur Fox Sports, enfin vraiment, ça n'avait pas une grande dimension, mais ce qu'on pensait être le chant du cygne, pour notre ami Jean-Pascal, ça va être tout le contraire. Et je pense qu'il joue le coup de bluff parce qu'il y a une histoire, voilà, il n'était pas sur place de la semaine. Jean-Pascal a pris le dernier avion possible de Montréal à la Floride pour aller au combat, c'est-à-dire que le combat avait lieu le samedi, mais lui, il a pris un avion le vendredi. Voilà. Voilà. Il a joué le coup de bluff, peut-être le mind game, il s'est dit, il y a un coup à jouer. Ça ne lui a pas toujours porté chance de jouer la carte du mind game contre Kovalev. La revanche contre Kovalev, ça a été allé très loin. Ça n'avait que motivé d'autant plus Kovalev. Mais là, je pense que ça a eu un petit aspect. Le Bialy se demandait par quel prendre le bout, est-ce qu'il allait boxer ou pas, voilà, est-ce que ça allait tomber à l'eau, et il arrive.
et il arrive surmotivé. C'est-à-dire que El Bialy a que un ou quelques coups pour lui, mais surtout Jean-Pascal a du répondant à la guerre. Voilà, large crochet, mais surtout une grosse dynamique et des gros contres qui désarçonnent complètement El Bialy, et au final, El Bialy qui était pas au niveau, c'est bien la preuve. Jean-Pascal a bien mis les compteurs à zéro et bien dit que dans ce dans ce boxing game, there is level to this game, comme les Anglais disent, il y a des niveaux, et Jean-Pascal a bien montré, arrive à stopper El Bialy. Je crois que le coin d'El Bialy arrête, pour vous dire, grosse perf inattendue, complètement inattendue, on n'y croyait pas, et il a surpris tout le monde, et Jean-Pascal, en fait, finalement, se relance, et il se relance, mais dans une ambiance bizarre, parce qu'il continue d'affirmer que il prend la retraite, et voilà, il part sur une belle note. On se dit, l'histoire est belle, il part sur une belle note. Mais voilà, va arriver le moment un peu WTF, what the heck, comme on dirait, de la carrière de Jean et de la boxe en général. On en parle tout de suite. Boum. Alors, ce moment arrive en 2018, pendant l'été 2018, un combat qui était dans l'air et qui a été souvent reporté. Alors, il apparaît comme, on essaie de vendre comme un peu le jubilé de Jean-Pascal sur sa terre de Laval, en banlieue de Montréal, avec leur nouvelle arena, voilà, et contre Bossé. Bossé, c'est un combattant, notamment combattant UFC, qui avait fait un sublime combat en UFC en 2016. Je ne suis pas spécialiste du MMA, mais il a ça pour lui, un combattant du Québec, et un duel, et on voit les méfaits qu'a eu le Mayweather contre Conor McGregor. Ça donne des idées, parfois pas les meilleures, euh, aux promoteurs de boxe, et donc un combat comme ça a lieu, et d'ailleurs un combat qui va se passer en lourd léger, c'est-à-dire que Jean-Pascal va devoir prendre du poids. Et encore une fois, avec Jean-Pascal, là, pour ce nouveau chapitre vétéran, chaque combat est le dernier, normalement, et puis la pilule passe mieux, pourquoi? Parce que Bossé est un athlète du UFC, respect total et tout, c'est un guerrier, mais en termes de boxe pugilistique, boxe anglaise, s'il faut l'appeler comme ça, il a qu'une victoire, c'est-à-dire il est loin d'être mûr, quoi. Hein. Il est frais dans ce nouveau domaine. Les sports ont beau se ressembler, chaque sport n'est pas le même. Hein. C'est comme comparer le soccer et le rugby. Bref, donc combat, on peut dire, entre l'exhibition, le combat, bref, qui laisse un peu dubitatif tout le monde. Le combat a quand même finalement lieu, parce qu'il a été reporté, on se demandait même s'il n'allait pas être annulé, voilà, et il a quand même lieu. Un combat finalement qui sera meilleur que ce qu'on pouvait espérer. Voilà, on espérait pas grand chose, mais il y a eu plus d'action qu'on le croyait. Bossé a fait ce qu'il a pu, mais au courage. Jean-Pascal a maîtrisé vers le 8e round, et il finalise l'histoire. Voilà, alors on se dit que, ok, c'était un combat, le match-up nous semblait tous bizarroïde, mais si on parle de jubilé, dernier combat chez lui pour Jean-Pascal, pourquoi pas. Et voilà, donc une victoire en lourd léger pour Jean-Pascal, on se dit, bon, la carrière quand même, carrière pas mal, mais avec Jeannot, on n'est jamais au bout de nos surprises. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Il se passe ça. Il se passe ça. Surprise totale. Jean-Pascal a de nouveau une chance mondiale. Voilà, contre Bivol. Alors Bivol qui était l'un des boxeurs dans la dernière année de HBO, vachement promu par HBO Boxing. Ils y croyaient à fond à Bivol, mais en se disant aussi que peut-être ils étaient allés trop vite sur le cas Bivol, et qu'il lui fallait encore pas mal de combats d'expérience, accumuler de l'expérience, et quoi de mieux que prendre un vétéran de la catégorie pour accumuler de l'expérience, le Bivol qui venait de battre Sullivan Barrera, et bref, Pascal prend le combat. Qui ne le prendrait pas? Qui ne prendrait pas le combat? Voilà.
moi je comprends tout à fait une opportunité comme ça qui se présente dans un bon gala, un grand gala à Atlantic City, retour de la boxe à Atlantic City depuis peu sur HBO. Voilà, même si c'était une des der chez HBO, n'oubliez jamais que pour un boxeur, le décorum, l'univers dans lequel il va boxer est très important. Ça marque aussi une carrière, ça marque aussi une envie de combattre. Et donc, regardez rien que cette affiche. Hein. C'est quand même, ça pète la classe. Donc, il y va. Et là malheureusement, peut-être un combat que j'ai pas beaucoup aimé, c'est que il n'est pas en condition mentale, dans la tête. Il n'aurait pas dû monter sur le ring. Alors, malheureusement, son papa décède, et donc il doit s'occuper euh, de tout ce qu'il faut pendant ce moment-là. Il retourne en Haïti, si j'ai bien compris, à cette période, ce qui désorganise totalement sa préparation. Comment pourrait-il en être autrement? Et il monte sur le combat, on comprend mentalement pas prêt. N'oubliez jamais, et voilà, n'ayez pas la mentalité de casual de boxe. Les casuals de boxe pensent que quand ça va mal dans ta vie, le fait que tu fasses un sport de combat, que tu sortes ta soi-disant rage, etc., ça va extérioriser tout, ça va bien aller. Que plus t'as d'emmerde, plus tu serais bon sur le ring. Non, c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Ce qu'on dit, c'est un boxeur heureux égale un boxeur dangereux. C'est voilà, à égalité de talent, misez toujours sur le boxeur pour lequel tout va bien dans la vie. Mettez toujours votre pied sur le boxeur où tout va bien dans la vie, qui a l'esprit libre, et ces combattants-là peuvent aller très très loin sur le ring, croyez-moi, mais quand les conditions sont pas là, là ça peut être dangereux, et malheureusement les conditions mentales n'étaient pas là, mais en bonhomme, il respecte le contrat il honore le contrat, bien sûr, il est le B-side, hein, objectivement, et il peut pas. Voilà, je pense que ça l'aurait foutu mal que le combat soit annulé, alors que légitimement il aurait pu demander, mais dans le business, on ne fait pas de cadeaux. Je pense pas qu'il pouvait avoir un joker. Il n'était pas en position de force pour utiliser un joker. Il le fait, et là, malheureusement, toutes les frustrations qu'on a avec ce Jean-Pascal de nouvelle génération, c'est-à-dire un boxeur dur au mal, prêt physiquement, qui part au combat, mais qui n'a pas un énorme volume de coups, et là, ça va être terrible, puisque le bivol, les coups s'enchaînent, ça part bien, ça lance, ça part, ça va de tous les côtés, les bras partent bien du côté de Bivol, et Jean-Pascal, je l'ai rarement vu, et peut-être que la raison est mentale, aussi tight, aussi crispé, les coups partent pas, et donc quand les coups partent pas, au scorecard ça s'accumule, et il est encore derrière. Il y a des petits moments où Jean-Pascal, tout pour tout, choisit la bagarre pour essayer de désorganiser Bivol, mais Bivol, euh, avec son pédigré, notamment amateur, ne laisse pas dans le piège du brawling, comme on dit, et il continue à boxer. Et donc, défaite difficile, mais encore une fois, le Pascal, rarement tu arriveras à l'allonger, et ça va au 12 rounds, avec sur la fin quelques beaux éclairs, notamment un bel éclair de Jean-Pascal qui essaye le tout pour le tout. Voilà, alors on se dit, pourquoi pas finir sur un championnat du monde sur HBO. L'histoire est belle, quelle carrière, ça, vous êtes d'accord avec moi, que c'est un résumé d'un certain poids, que beaucoup de francophones aimeraient avoir, ne serait-ce qu'à 20%, et finir sa carrière en faisant 12 ans de compte bivol, c'est plus qu'honorable, hein, franchement. Ça c'est une belle sortie, et on se dit encore une fois que Jean-Pascal en finit là. Mais non,
tel un chat, et il n'a pas utilisé toutes ses 9 vies, et en 2019, on va revoir Jean-Pascal dans une très très grosse soirée, et dans un très très grand combat. On en parle tout de suite, boum. Et le voilà, ce nouveau combat en 2019, nouvelle surprise, Jean-Pascal le 3 août, dans quelques semaines, quelques jours, quand vous verrez cette vidéo, Jean-Pascal se prépare pour un nouveau défi, un défi chaud, contre Marcus Browne. Marcus Browne, une pépite. Si vous suivez la page, vous savez que Marcus Browne, je l'apprécie énormément. Un poids mi-lourd qui, pour des raisons de boxing business, il est en contrat avec PBC et il est dans la team Al Haymon, n'a pas encore sa chance mondiale parce que les champions et les ceintures sont plutôt tenus par les autres promoteurs. Donc sa carrière stagne pour l'instant et on lui a concocté un combat contre Jean-Pascal. Alors encore une fois, clairement, Jean-Pascal est pris pour faire le faire valoir, mais il a malgré tout pas une mentalité de faire valoir, donc ce combat peut relever quelque chose, mais quel grand danger va-t-il avoir face à un boxeur mobile. Je trouve que Marcus Browne est un des mi-lourds les plus mobiles, un jeu de jambes extraordinaire, une boxe extraordinaire de gaucher. Véritablement, pour moi, c'est vraiment un cadre technique. Et Jean-Pascal va avoir maille à faire et ça va être très très difficile. Quel challenge! Alors, c'est des boxeurs qui se connaissent bien. Ils ont eu beaucoup de sparring par le passé ensemble. Mais Marcus Browne n'était pas celui qu'il est devenu. Et Jean-Pascal aussi n'avait pas l'âge qu'il a maintenant. Alors, challenge impossible ou exploit, on verra bien, c'est le 3 août. Mais quoi qu'il en soit, en termes, et c'est notre sujet de résumé, avoir d'autant plus Marcus Browne qui sera un champion du monde dans cette catégorie, qui obtiendra une ceinture et qui peut-être restera longtemps. Voilà, peut-être que Marcus Browne sera du type de Chad Dawson, voire peut-être mieux. Donc, c'est sûr que ça solidifie encore d'autant plus un résumé extraordinaire. Et donc, en lui souhaitant les meilleures chances du monde pour ce 3 août, on sera derrière lui face à un challenge waouh qui ferait peur à plus d'un. Et ben, on peut valider et on peut surtout applaudir et respecter le meilleur résumé francophone d'un boxeur en activité aujourd'hui. Ce résumé est tenu par Jean-Pascal. La valeur de compétition affrontée est inégalable dans le monde francophone. Voilà, quand tu affrontes des têtes d'affiche, coup sur coup, avec notamment garantie un Hall of Famer, Bernard Hopkins, et peut-être, on verra bien, mais peut-être un autre Hall of Famer, Kovalev. Si Kovalev arrive à nous refaire une belle petite carrière là, dans les prochains mois et prochaines années, Kovalev sera dans la discussion pour le Hall of Fame dans quelques temps. Donc Jean-Pascal, s'il ne sera jamais dans le Hall of Fame de la boxe, on peut dire qu'il est dans le temple de la renommée du sport canadien, du sport haïtien et du sport francophone, pour sûr. Voilà, c'était la présentation de ce qu'est un résumé tip top, le plus classe que tu peux trouver dans le monde francophone de la boxe, qui s'appelle Jean-Pascal. Voilà, c'est tout pour moi. C'est le Captain Crochet qui vous faisait cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la page, appuyer sur le pouce levé si vous avez kiffé. Une chaîne Tipeee aussi existe si vous avez envie de contribuer, de donner un petit peu de force à votre captain. Cette chaîne existe, le compte Tipeee existe depuis des années, mais ça fait des années que j'oublie d'en parler. Donc voilà,
j'y pense aujourd'hui. En tout cas, 3 août, on sera devant nos écrans dans cette soirée à Brooklyn, à New York, où Jean-Pascal aura encore une fois, qui l'aurait cru, un énorme challenge à surmonter. C'était le Capitaine Crochet, on se revoit bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, boum.